Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire la présentation de la première étape pyrénéenne de ce Tour de France avec l'étape numéro 14. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les miniatures où vous voyez ma trombine. Comme ça permet de mettre en avant plus facilement la vidéo sur YouTube. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette étape numéro 14, première étape pyrénéenne avec un enchaînement de cols. Alors, on n'a pas sur la première partie d'étape les plus gros pourcentages de la région. Après, le plat d'Adé, c'est quand même un sacré morceau sur cette étape. Et on a le Tourmalet qui est un passage très connu. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a souvent tendance à passer par le Tourmalet. Alors, c'est le col le plus emprunté, je rappelle, de l'histoire du Tour de France. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on y est souvent passé par le Tourmalet, même parfois 2 fois dans la même édition. Étape assez courte, 150 km. Alors certes, enchaînement de col, mais c'est vrai que j'ai peur que tout se déroule dans le dernier col. Parce que le Tourmalet, c'est vraiment les 2-3 derniers kilomètres qui font la difficulté du... Enfin, c'est la deuxième partie de montée qui fait la difficulté, mais ça est vraiment les 2-3 derniers kilomètres qui sont très durs. La Ourquette, c'est quand même assez roulant. Donc il reste le dernier col qui lui est bien dur. Par contre, on aura peut-être des explications très tôt dans ce col parce que je rappelle qu'il y a encore du temps à récupérer sur Pogacar. Donc il va peut-être falloir y aller du côté de Vingegaard. Ça va être la grande interrogation de cette journée. Du côté du dénivelé positif, 4043 mètres, c'est la 5e étape dans ce classement. Et du côté de la montagne, on est sur 45 points au maximum. La question également sur cette journée, c'est de savoir quelles seront les conséquences des 3 derniers jours hyper rapides de la course sur les organismes. Et peut-être qu'on aura des surprises également de ce côté-là avec des organismes qui sont en fait fatigués par les 2 dernières étapes de plat. On était à plus de 47 de moyenne et puis l'étape dans le Cantal, c'était assez rapide aussi en termes de rythme. Je rappelle qu'on est arrivé avec une demi-heure d'avance, plus d'une demi-heure d'avance sur l'horaire le plus rapide. Et bien on regarde tout de suite le parcours de cette journée. Le parcours de cette étape numéro 14, première étape dans les Pyrénées pas d'un triptyque, d'un dioptyque du côté des Pyrénées, d'un grand week-end pyrénéen. 152 km, départ de Pau pour aller à Saint-Lary-Soulan, le plat d'Adé. Une journée où on passera notamment par le Tourmalet et la Ourquette d'Ancizan du côté de cette étape. Première moitié de journée jusqu'à Luce-Saint-Sauveur, c'est très plat. On va essayer de rejoindre les Pyrénées en partant de Pau, notamment en passant comme d'habitude par Lourdes. J'ai envie de dire que c'est un peu le début des Pyrénées, Lourdes en passant par Pau. Enfin, c'est un peu le passage obligé. Et puis ensuite Argelès-Gazost, je crois. Et puis Pierrefitte-Nestalas. On arrive à Luz-Saint-Sauveur. Sprint intermédiaire, kilomètre 70. Et à partir de là, c'est le début des ennuis pour les sprinteurs avec le col du Tourmalet. 18 km 907,4 de moyenne. Col hors catégorie. Sommet à 60 km de l'arrivée. Ce col du Tourmalet, on le voit tout de suite. Habituel ces dernières années sur le Tour de France. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu une période très Alpe d'Huez, une période très Ventoux. Là, désormais, on est sur une période où il y a beaucoup de Tourmalet quand même. Ces derniers temps, donc 18 km 900, le Tourmalet, il y a ce fameux passage à 9,1%, mais c'est surtout dur sur la deuxième partie de col. La première partie de col, je ne vais pas dire qu'elle est facile, mais elle est plus roulante que la première, et surtout, le dernier kilomètre à 9,8% est difficile. Donc voilà, les 2 derniers kilomètres sont compliqués. J'ai envie de dire que les difficultés se situent
Vraiment, oui, à partir de 11 km, donc sur les 7-8 derniers kilomètres, c'est là où les difficultés sont les plus importantes vers le sommet donc, de ce Tourmalet. Souvenir Jacques Godet. On descend vers Saint-Marie-de-Campan pour arriver à Payolle et à la Rourquette dans 6 ans. 8 km 3 à 5% de moyenne. C'est en fait une montée qui se déroule en 2 parties, hein, cette montée de la Rourquette dans 6 ans. On la voit tout de suite, vous voyez, il y a ces 3-4 premiers kilomètres à 7, 5, 8%. Et puis ensuite, vous avez le plat. Et puis ce dernier kilomètre et demi qui est un petit peu plus pentu. Ça reste raisonnable, la Rourquette dans 6 ans. Je pense que ça sera compliqué de faire des écarts sur cette montée. C'est pas le col le plus dur. Voilà, la Rourquette dans 6 ans. Et puis ensuite, on termine. Guchen, Saint-Lary-Soulan. Et puis le plat d'Adet, 10 km 6 à 8% de moyenne, hors catégorie. 1653 mètres d'altitude, ce plat d'Adet, on le regarde tout de suite, c'est très dur le plat d'Adet. Hein. Sur la première partie, vous voyez, c'est 7 premiers kilomètres, c'est extrêmement difficile, assez irrégulier du côté de cette montée. Ce qu'on voit un peu moins là, on va dire avec les moyennes globales, mais c'est assez quand même irrégulier. Mais là, vous voyez, c'est noir. Donc, quand c'est noir, je rappelle, ça veut dire que c'est plus de 9% de moyenne sur le kilomètre. Et quand c'est rouge, c'est 8,5 et 7. Hein. Donc, quand même pas simple. On a notamment un passage à 12%, un autre passage à 11,2%, 10,9%. C'est très dur. Je rappelle, les Pyrénées, la différence avec les Alpes, souvent les cols sont plus courts. Par contre, il y a plus de pourcentage dans les Pyrénées. Surtout, les cols sont un peu plus irréguliers. C'est assez dur de trouver son rythme dans les Pyrénées. Et là, on le voit, hein, les pourcentages sont là. Avec, par contre, les 4 derniers kilomètres qui sont un peu moins difficiles. Donc, c'est un col où il faut tenter de partir de loin, tenter de faire les écarts sur la première partie de col, ce qui peut permettre à des coureurs de reprendre du retard. On regarde tout de suite les temps de montée sur cette étape. Le Tourmalet, le record, c'est Thibaut Pinot, c'est le 20 juillet 2019, c'est du 51 minutes 14. Voilà. Pour ce meilleur temps, 22,1 km/h, pardon. Si vous voulez une moyenne en watts, Warren Barguil, lui, il a fait 51 minutes 50, donc à 45 secondes, même moins, 35, je vais y arriver. Oui, 35 secondes de plus que Thibaut Pinot, 21,8 km/h à 344 watts de moyenne. Donc voilà dans l'idée. La Rourquette dans 6 ans, donc c'est Valentin Madouas qui a le meilleur temps le 20 juillet 2022, 19 minutes 10 pour Valentin Madouas. Comme Nick Schulz, par exemple, qui avait fait le même temps à 25,7 km/h. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus roulant. Ça fait du 402 watts de moyenne pour Madouas. Nick Schulz avait fait 356 watts de moyenne. Voilà. Et un David Gaudu était aussi dans le même temps, ce jour-là, je crois, ou c'était peut-être une autre journée pour David Gaudu. Donc le Tourmalet, on rappelle, 22,1 km/h, Saint-Lary-Soulan. Alors le problème de Saint-Lary-Soulan, c'est que moi, mon montée fait 9 km, elle ne fait pas 10 km. Lorenz Stendam, meilleur temps en 2014 déjà, et il avait fait 28 minutes 42 à 18,9 km/h, 372 watts de moyenne. Alexis Guérin avait fait 29 minutes 34. Voilà. Et un Thibaut Pinot a déjà fait 31 minutes 06 à 17,5 km/h. Ça veut dire que ça va moins vite, ça veut dire que c'est compliqué. Ça peut peut-être favoriser également les plus petits gabarits, ce genre de montée, ce très punchy, ce genre d'arrivée. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Du côté de cette étape, au niveau des difficultés techniques, ce que j'ai noté sur cette étape, c'est que jusqu'au sprint intermédiaire, hein, sur la première partie d'étape, on va être sur des routes extrêmement larges, avec surtout un goudron de qualité. On voit qu'on est sur les routes pour aller aux stations des Alpes. Le goudron est vraiment bien. Dans la descente du Tourmalet, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut faire attention aux 2 premiers kilomètres de descente assez technique, avec pas mal de virages qui s'enchaînent. L'avantage, c'est comme on est très haut en altitude, c'est qu'on a quasiment pas de végétation, donc on a une belle visibilité, hein, on a vraiment une belle visibilité normalement.
Attention pour la descente de la Hourquette, on est sur une route étroite, pas très propre et surtout beaucoup de végétation, ce qui nuit à la visibilité sur cette étape. Et puis ensuite dans le final, pour vous montrer dans la montée finale, eh bien vous voyez, c'est pas très technique, ça sera dur, mais c'est pas très technique. Du côté du final, il y a juste 2 épingles, voilà, au niveau de la flamme rouge. Dernier virage, on est dans les 150 derniers mètres. La ligne droite fait seulement 80 mètres. Hein. Donc ça va prendre en compte en cas d'arrivée groupée. Il faudra bien choisir son côté pour le virage. Par l'extérieur, on emmène plus de vitesse. On fait certes plus de distance, mais on emmène plus de vitesse. À l'intérieur, on est obligé de casser la vitesse. Donc ça peut être intéressant en cas de sprint, notamment, possiblement dans une échappée. On ne sait jamais. Du côté du patrimoine de cette journée. Alors forcément, on ne va pas reparler de Pau, parce qu'on a déjà fait hier Pau, donc on ne va pas le refaire 2 fois. On va commencer au kilomètre 17.3 à Coaraz, un village qui est niché au cœur, niché au cœur de la ville de Coaraz, l'un des 4 plus importants baronnies du Béarn. C'est un château de puissance, la recherche de puissance des seigneurs. Donc c'est également un emplacement stratégique, édifié en 1350. Une autre partie date du XVIe siècle. C'est ici qu'Henri IV, le roi du Béarn, passa son enfance. Et le château a subi des destructions au cours du XVIe siècle, puis a été reconstruit tel qu'il apparaît aujourd'hui en 1755. Donc vous voyez ce château. Alors là, il va y avoir, je pense, des magnifiques images d'hélicoptères ici. C'est un château qu'on voit assez souvent quand on va, encore une fois, de Pau vers les Pyrénées. Des grottes également sur ce parcours, les grottes de Bétaram. Alors, les grottes, c'est le point de départ d'une balade de 2 km 800, ouverte au public depuis 1903 grâce aux travaux de Léon Rosse, pionnier de l'électricité dans la ville de Lourdes. L'exploitation des grottes est aujourd'hui gérée par l'arrière-petit-fils de Léon Rosse, Albert. Voilà, on est resté dans la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir sur le parcours? Je rappelle qu'à chaque fois, les informations viennent du site du Tour de France. Lourdes, bien entendu, le sanctuaire de Lourdes, bien connu le 15 août. C'est là où beaucoup de personnes viennent prier. Séparé du reste de la cité par une boucle du Gave à l'ouest de la ville. Voilà, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est un domaine privé de 52 hectares. Il est ouvert tous les jours de l'année jusqu'à 21h si on veut prier de nuit. Et puis une procession au flambeau rassemble des milliers de pèlerins et touristes depuis la grotte des apparitions à l'esplanade de la basilique. Voilà. Vous avez aussi un château fort à Lourdes, restauré en 1590, qui ensuite par Henri IV, récupéré par l'État en 1828 et acquis par la commune en 1894. Voilà, du côté de Lourdes. On poursuit notre voyage dans cette région. On va continuer au niveau de la religion avec l'abbatiale de Saint-Savin, abbatiale du Xe siècle. Magnifique, vous voyez ce monastère qui a été construit en lieu et place d'un fort gallo-romain. Voilà. Et l'abbaye est très puissante jusqu'au XIIIe siècle et sa périclite à partir du XVIe. Elle est sauvée de la ruine par Prosper Mérimée, le créateur de la commission des monuments historiques. Donc elle fait partie de la première liste des monuments historiques en 1840. Alors elle date du XIIe siècle comme on le disait, mais elle a été surélevée au XIVe siècle. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Et l'abbatiale abrite un rare orgue Renaissance de 1557 dont le buffet est classé au titre objet depuis 1904 et la partie instrumentale depuis 1975. Voilà, avoir des informations. Bien entendu, on passe à Luce Saint-Sauveur. À Luce Saint-Sauveur, là aussi, le pont Napoléon, donc construit entre 1859 à 1963. Il fait construire ce pont d'une hauteur de 65 mètres pour remercier les habitants de Saint-Sauveur. En effet, le pont Napoléon fut bâti lors de la venue de l'impératrice Eugénie,
qui fut soigné de la stérilité au terme de Saint-Sauveur. Alors, ce pont permit le désenclavement de la vallée. Et Victor Hugo disait « Trois grands rayons de jour y entrent par les trois embrasures des trois montagnes quand les Miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient d'Aragon par la brèche de Roland et par le Noir et les deux sentiers de la Gavarnie. Ils apercevaient tout d'un coup, à l'extrémité de la gorge obscure, une grande clarté, comme est la porte d'une cave. À ceux qui sont dedans, ils se hâtaient et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Ce bourg, ils l'ont nommé Lumière, Luz. » Ah, c'est autre chose qu'Aya Nakamura. C'est Victor Hugo. C'est français. Également comme Aya Nakamura. Mais du côté du... Il y a quand même un peu plus de talent d'écriture. Du côté du pont Napoléon, voilà, donc 1959 à 1963. Et donc, ce qui est impressionnant avec le pont Napoléon, quand vous le voyez d'hélicoptère, c'est la hauteur. C'est vraiment très haut. Et je pense qu'en réalité, bon, moi, j'y suis jamais allé dans ce coin-là, mais je pense qu'en vrai, ça doit être vraiment impressionnant. Et Victor Hugo, donc, qui a séjourné. Voilà, c'est pour ça qu'il racontait, il parlait de l'histoire de ce pont Napoléon. Dernier élément sur notre route, à Esther. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup d'éléments qui sont avant les montagnes. C'est vrai qu'avant, après, c'est un petit peu plus calme au niveau patrimoine. Esther, avec ce château, j'ai oublié de virer ça, avec ce château Sainte-Marie que vous voyez tout de suite, construit au Xe siècle, un château fort. Sa construction date du Xe siècle par les comtes de Bigorre et au XIVe, il passa aux mains des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis plus tard aux chevaliers de Malte. Les Anglais vont s'en emparer jusqu'en 1404 où le comte de Clermont, aidé des habitants de la vallée, commandé par Auger de Coulfit, les enchassa. Et le château a ensuite été abandonné. Il est vraiment au sommet d'une montagne. Il a servi de forteresse pour la vallée, mais aussi de lieu de refuge pour la population. La restauration est entreprise dans les années 80, sauvegardant ainsi un des vestiges les plus marquants de l'histoire de la vallée et il est au monument historique depuis 1930. On arrive maintenant du côté de la zone d'arrivée à Saint-Lary-Soulan, le Plat d'Adet, pour cette étape. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir à Saint-Lary-Soulan? Vous avez cette tour du côté de Saint-Lary-Soulan, qui est la tour Achamp, et qui est également la maison du parc national. La tour Achamp est le seul vestige de l'ancien manoir de la famille d'Agu. Aujourd'hui, cette tour du XVIe siècle abrite la maison du parc national réaménagée en 2014. Vous avez un espace muséographique riche, varié et ludique, idéal pour les familles, pour les petits comme les grands. On peut y découvrir la faune et la flore des grands espaces naturels à proximité de Saint-Lary-Soulan. Quoi, il n'y a pas que le ski, également à Saint-Lary-Soulan. Vous avez également un parcours de mountain bike aussi, très connu. Voilà, donc descente vertigineuse de mountain bike. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je voulais juste vous montrer des images, parce que voilà, la ville est quand même, on est typiquement sur les villes de montagne pyrénéennes, donc voilà, c'est magnifique. Des petites pierres, des belles pierres, de l'eau, enfin voilà, vraiment un paysage de montagne. Et des cartes postales. On termine avec la nourriture. Qu'est-ce qu'on a à manger aujourd'hui? On a des belles choses. On a déjà, spécialité de la région, ça c'est le gâteau à la broche. Alors le gâteau à la broche, c'est l'un des symboles des Pyrénées. Il est également appelé rocher des Pyrénées. Alors ce dessert est un gâteau traditionnellement servi lors d'événements notables. Et donc pourquoi il a une forme si particulière? Parce que c'est un petit peu comme un méchoui mais sucré dans l'idée. C'est-à-dire qu'il faut tourner des longues heures pour le cuire. Et en fait on met la pâte avec la louche sur la broche. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc ça va former ces petits pics au fur et à mesure que le gâteau grossit. Et donc c'est un goût exceptionnel. Je n'en ai jamais goûté, mais c'est marqué comme exceptionnel. On a également la garbure. Alors là, c'est un petit peu moins attrayant en termes d'aspect. La garbure, c'est une soupe, tout simplement. Une soupe où il y a à l'intérieur... Alors, à l'intérieur, vous avez des haricots, voilà. Vous pouvez mettre également des fèves, des pommes de terre, des navets, des gros pois d'oignons, d'ail, parfois de carottes, même de la laitue, châtaigne, ortie. En fait, l'idée, c'est que c'est une soupe très consistante, un petit peu avec les restes
que vous pouvez faire. En viande, on peut mettre du confit de canard par exemple, du jarret de porc, du saucisson, du gésier. Donc voilà, c'est une soupe très très riche. Ça peut être considéré presque comme une potée, cette garbure. L'idée, voilà, c'était d'en faire un plat consistant pour les gens de la montagne qui n'avaient peut-être pas forcément beaucoup d'argent à l'époque. Voilà, vous voyez, hein, c'est quand même très très garni. Hein. En termes là, il y a des carottes par exemple, vous avez les haricots blancs. Bon, il doit y avoir du canard là-dedans parce que c'est quand même bien gras. Au niveau du jus, on passe tout de suite à la météo. Sur cette étape, hop, je vous mets la carte du côté de cette journée. Alors du côté de la météo, le temps sera mitigé mais sec. On est sur un temps qui est beaucoup moins orageux que les jours précédents. Température 19 à 22 degrés, donc tout à fait supportable pour les coureurs. En haut du Tourmalet, il fera 14. En haut de Saint-Lary-Soulan, du Plat d'Adé, il fera 19 degrés. Un vent qui sera est-nord-est en plaine et même dans les montées. On sera entre 15 et 25 km/h en plaine, 40 km/h max en montagne. Donc comme vous le voyez, dans les différentes montées, vent est-nord-est plutôt défavorable dans le Tourmalet. Par contre, à Saint-Lary-Soulan, s'il est d'est, il sera de côté. Nord-est, il peut être légèrement de dos. Ça peut un peu, on espère, dynamiter la course, mais ça veut dire que dans les derniers kilomètres nord-est, bah oui, dans cette portion-là, il sera de dos. Là, il sera un peu plus défavorable. Et dans les 80 derniers mètres, il sera aussi plutôt de dos s'il est de nord-est, encore une fois, du côté de cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Alors, le Tour de France, l'histoire du Tour de France, bien entendu, le col du Tourmalet. Alors, on a eu la Vuelta l'année dernière, victoire de Jonas Vingegaard. On a eu Thibaut Pinot, bien entendu, en 2019, qui s'était imposé. Alors, c'était le jour où Remco Evenepoel, l'année dernière, sur la Vuelta, s'est un petit peu écroulé. Andy Schleck, en 2010. Également sur l'étape numéro 17. On espère qu'il n'en garde pas un trop mauvais souvenir même. Du côté des autres cols de cette journée, eh bien la Hourquette d'Ancizon, dernier passage du Tour de France, c'était en 2022 lors de l'étape numéro 17. Col également emprunté en 2019 et en 2016, c'est la Hourquette d'Ancizon. Le Plat d'Adé, lui, ça date de 2014, la dernière arrivée au Plat d'Adé avec Rafał Majka. On a vu également Georgine Capie en 2005, Lance Armstrong en 2001. Donc ils ont dû perdre leur victoire, les deux, normalement. Et puis la première arrivée, c'était Raymond Poulidor qui s'était imposé en 74. Et puis grand-père Martinez, avait gagné une étape en 78, l'étape numéro 11. Il avait battu ce jour-là, j'ai pas cliqué au bon endroit, entendu, comme souvent, mais il avait battu Mariano Martinez, Bernard Hinault et Michel Pollentier, qu'il avait battu du beau monde. Ça partait de Pau déjà à l'époque. Il y avait l'enchaînement Tourmalet, Aspin, Plat d'Adé, 4500 mètres de dénivelé positif. Et ce jour-là, Bernard Hinault était remonté à la deuxième place du classement, juste derrière Joseph Bruyère, qui à ce moment-là était en tête, mais avait connu une journée compliquée. Joseph Bruyère avait pris quand même la 10e place, le Belge, lui qui avait remporté 2 Liège-Bastogne-Liège à ce moment-là dans sa carrière, qui a remporté également 3 fois le Hedvolk aussi, donc qui a fait... qui était bien sur ce Tour de France 78, où il prendra la 4e place du général. Ça sera même son meilleur classement sur un grand tour, du côté de Joseph Bruyère, né à Maastricht, et pourtant coureur belge, parce que Maastricht c'est aux Pays-Bas. Et il a remporté 15 victoires. Et c'est drôle, il n'a jamais remporté l'Amstel. Voilà. Les victoires notamment sur les grands tours aussi, pour ce coureur belge. Du côté de l'histoire du Tour de France,
On a eu des étapes, bien entendu, qui sont passées. Moi, j'ai retenu l'étape de 2021 qui partait de Muret vers Saint-Lary. Soulan, alors c'était un autre enchaînement, on passait par Perresoude, le Val-Louron, Azé, et puis ce col du Portet. Et il y avait eu un match déjà à l'époque entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Et ce jour-là, c'était Pogačar qui s'était imposé face à Vingegaard. Mais on était en 2021, le temps a un petit peu changé depuis entre les deux coureurs. Ce jour-là, Carapaz avait fini 3e, Gaudu avait fini 4e devant Ben O'Connor, Kelderman, Bilbao, Higuita Urán et Dylan Teuns. Voilà, il y avait du beau monde quand même dans le top 10 hein, cette année-là, sur cette journée-là. Et Kruijswijk avait abandonné. Certainement sur chute, je pense, Kruijswijk. C'est quand même, fait partie quand même des coureurs qui tombent souvent. Donc voilà, du côté de cette étape, c'était 4375 mètres de dénivelé positif sur 178 km. Avec là aussi une grosse première partie de journée qui était plate. Et puis 70 derniers kilomètres, on enchaînait Perresoude, Val-Louron-Azé, col du Portet. La différence, c'était que Val-Louron-Azé, c'était un peu plus dur que la Hourquette dans 6 ans. Mais Perresoude, c'est un petit peu plus court que le Tourmalet. Même bien plus court que le Tourmalet. Les cyclistes du jour, eh bien moi je vais vous parler d'Henri Abadi. Coureur cycliste dans les années 80-90, dans la deuxième moitié des années 80. Alors, particularité de Henri Abadi, c'est qu'il a remporté une étape du Dauphiné, c'était en 91. Il a remporté également une étape du Tour du Portugal en 86. Je crois que même c'était l'étape numéro 15. Parce qu'à l'époque, le Tour du Portugal, c'était du lourd. Hein. Il y avait 17 étapes, même plus. Hein. Ça commençait le prologue, c'était le 28 juillet et ça se finissait le 13 août. C'est un mini Tour de France. Hein. À l'époque, le Tour du Portugal, maintenant c'est sur 10 jours, le Tour du Portugal, ce qui est déjà assez costaud. Donc il avait réussi à s'imposer. Alors Henri Abadi, il a commencé très fort jeune et puis les résultats sont... il y a eu un peu plus... C'était un bon grimpeur, mais pas suffisamment bon pour attraper les meilleurs. Il a remporté une étape de la Route de France, qui était une course importante chez les jeunes. C'était une sorte de petit Tour de France, hein. C'était l'ancêtre du Tour de l'Avenir. C'était un concurrent même du Tour de l'Avenir, je crois, la Route de France. Dernière édition qui avait eu lieu en 1990 du côté de cette épreuve, remportée notamment par Robert Millar, par Michel Laurent, par des bons coureurs quand même, hein, quand vous regardez dans le palmarès de cette course. Tous ne sont pas devenus des grands coureurs professionnels. Lucien Aymar, tiens, qui a remporté le Tour de France, faisait partie des coureurs qui se sont imposés sur cette épreuve. Et puis après, il a fait beaucoup d'échappées sur les grands tours, pas forcément la réussite au bout. Alors il a quand même un trophée des grimpeurs, c'était une course importante de la Coupe de France, le trophée des grimpeurs. Il y a eu la Route du Sud, il a aussi fait 12e de Liège-Bastogne-Liège en 89. Et puis il a arrêté sa carrière assez jeune au final en 92, à seulement 29 ans. Et il fait partie des coureurs qui ont terminé les 3 grands tours. Meilleur classement sur le Tour de France, 44e. Et sur le Tour d'Espagne, il a remporté le classement des sprints intermédiaires en 87. Voilà, parce qu'à l'époque, sur le Tour d'Espagne, il y avait aussi pas mal de classements annexes, un petit peu comme sur le Tour d'Italie. On passe désormais à la stratégie. Soit bagarre entre leaders, comme ce qu'on a eu les dernières étapes de montagne, où l'échappée n'a quasiment pas la possibilité d'entrevoir la victoire. Soit 2 courses en une avec échappée qui gagne et bagarre entre les leaders, soit on attend demain. Je serais quand même surpris avec Plat d'Adet, mais on attend de moi demain. Alors pour moi, quelle doit être la stratégie des leaders? Vingegaard, est-ce qu'il doit attaquer aujourd'hui? Est-ce qu'il doit attaquer demain? Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur cette étape-là, c'est quand même des forts pourcentages. On est
on est à 1006. Est-ce que c'est suffisant au niveau de l'altitude pour mettre en difficulté Pogačar? S'il veut mettre en difficulté Pogačar, il faut peut-être commencer dès le Tourmalet. Mais ton problème, c'est la Hourquette dans 6 ans, qui ne va pas créer forcément des dégâts et beaucoup de fatigue. Et moi, je pense que Pogačar doit attendre l'attaque de Vingegaard, doit courir un petit peu de manière défensive. Et puis après, il faut voir si Vingegaard, il ne le sent pas, peut-être à 5 km de l'arrivée ou 6 km attaqué. Mais je pense qu'il faut vraiment pas trop qu'il s'enflamme, Pogačar. Il faut vraiment qu'il soit sûr de lui, sûr que Vingegaard ne puisse pas le suivre s'il veut attaquer. Encore une fois, le problème, c'est les 3-4 derniers kilomètres sont plutôt à l'avantage de Vingegaard par rapport à Pogačar. Donc il faudra voir ça. Du côté de mes favoris, moi je pense quand même que ça va être la grosse bagarre entre les leaders. Donc je pense Pogačar, parce que me semble-t-il quand même que cette montée correspond bien à ses qualités. J'ai mis quand même en 2 Vingegaard, hein, j'assure mes arrières. Et je tente pourquoi pas un Ciccone, parce qu'imaginons la possibilité que Pogačar ne veuille suivre la route Vingegaard et que Vingegaard n'attaque pas. Parce qu'il n'est peut-être pas en forme, ou parce qu'il en a marre que Pogačar le suive, ou parce que c'est Vingegaard et qu'il attaque assez peu, et bien là, ça pourrait être intéressant pour un autre coureur, et j'ai l'impression quand même que Ciccone, il est pas mal. Et puis en grosse cote, en cas de victoire de l'échappée, je tente David Gaudu. C'est une belle cote celle-là. Hein. Programme télé, départ fictif, 13h05, Lourdes à 114 km de l'arrivée entre 14h08 et 14h12, Esquiez, Serres, lieu du sprint intermédiaire, parce que c'est pas totalement Lucin-Sauveur, le sprint intermédiaire, c'est entre 14h50 et 14h53, ça sera au pied du Tourmalet. Le Tourmalet, le sommet, entre 15h42 et 16h02, on sera à 62 km de l'arrivée. La Hourquette dans 6 ans, le sommet entre 16h20 et 16h43 pour une arrivée prévue entre 17h17 et 17h50. Nous on se retrouve juste après Short TikTok comme d'habitude et puis 21h, 22h pour le débrief de cette journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur le Mec Production.